8h15, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Et Johanna, vous recevez ce matin Jean Lucas. C'est un ancien espion français, auteur du livre Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles. Et ses souvenirs nous plongent au cœur de la guerre froide, des méthodes des services secrets soviétiques ou encore du terrorisme international. Bonjour Jean Lucas. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors vous avez travaillé, Jean-Baptiste l'a dit, 15 ans à la DST. Exact. À l'époque, c'était la direction de la surveillance du territoire. Et aujourd'hui, c'est la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui en est l'héritière. Déjà, pour commencer, est-ce qu'être espion, c'était votre rêve ? Pas vraiment. C'est un hasard. J'étais rentré dans la police. J'ai passé 15 mois dans un commissariat parisien. Ça m'avait pas vraiment enthousiasmé. Et quand je suis sorti de l'école de police, j'étais dans un bon rang de classement et j'ai vu les postes libres à la DST. C'est le moment d'y aller. Et je me suis dit, tiens, je vais aller là. Et puis je suis tombé tout à fait par hasard dans la division qui s'occupait des services soviétiques. Et là, réellement, je me suis bien amusé. Alors justement, vous entrez à la DST en 1972, rattaché à la division du contre-espionnage, vous l'avez dit, pour surveiller les activités des services soviétiques comme le KGB sur le territoire français. Alors quelles étaient précisément à l'époque vos missions ? Comment ça s'est passé ? Les missions, c'était de rechercher des agents pour nous permettre d'essayer de retourner, de connaître les activités des gens du KGB à Paris et du GRU aussi, le service militaire, et d'essayer de savoir ce qu'ils faisaient, d'essayer d'en recruter pour qu'ils travaillent pour les Français. Voilà. Donc vous traquiez les agents du KGB. Comment est-ce qu'on espionne un espion qui est déjà rompu à cet exercice sans être repéré ? Comment ça se passe ? On procède à des tas de rencontres. On analyse déjà les gens qu'ils voient au quotidien. On va voir ces gens-là, pas tous, parce qu'il y a des opportunités, il y a d'autres, c'est peut-être pas la peine d'aller les voir parce qu'on sait très bien qu'on sera repoussé. Mais on essaie d'en voir le maximum pour se renseigner, savoir si la personne est approchable ou pas. Voilà. Donc il y a une petite enquête, une grande enquête avant d'approcher. C'est un métier de contact, à l'époque. Et vous étiez spécialisé dans les interrogatoires, ça pourrait durer parfois plusieurs heures, plusieurs jours. Est-ce qu'il y a des clés, selon vous, pour faire parler quelqu'un ? Comment est-ce que vous y êtes pris ? La première clé, c'est la patience, d'abord. Et on était spécialistes parce qu'on faisait que ça, en fait. Le travail consistait à contacter des gens, à s'entretenir avec eux, et puis à en interpeller et avoir des auditions qui pouvaient durer longtemps. Parce qu'on dépendait de la Cour de sûreté de l'État, on avait droit à des gardes à vue de 6 jours. Donc 6 jours, avec des périodes d'interrogatoire qui peuvent durer jusqu'à 12, 13 heures, 14 heures par jour. C'est quand même très long. C'est une épreuve physique et morale, à la fois pour la personne qui est interrogée, mais pour la personne qui interroge également. C'était aussi une épreuve pour nous. Donc ça veut dire que vous savez repérer les menteurs ? Quand quelqu'un ne vous dit pas la vérité face à vous ? On ne les repère pas aussi facilement que ça, vous savez. Je sais qu'il y a j'ai lu pas mal de livres de psychologie dans lesquels on explique des tas de petits trucs. En fait, on détecte les menteurs en leur faisant raconter de différentes façons la vie et les événements qu'ils ont vécus, et puis en leur amenant à circonstancier les faits d'une manière très, très détaillée, de telle façon d'attendre qu'ils se coincent eux-mêmes, qu'ils se mélangent et qu'ils soient un peu perdus. Et là, on arrive à déceler les mensonges. Et c'est quoi, selon vous, les qualités pour être un bon espion ? Donc vous avez dit la patience ? La patience. Pour moi, c'était un bon contre-espion. Moi, je n'étais pas espion. J'étais chargé de les détecter et de les interpeller. La DST, c'est un service de contre-espionnage et d'antiterrorisme également. Alors c'est vrai que c'est un métier, espion, contre-espion, qui véhicule beaucoup de fantasmes, de clichés. Il y a de plus en plus de séries sur ce thème, comme par exemple le Bureau des légendes. Oui. Est-ce que ça colle à la réalité ou est-ce qu'on est encore dans le fantasme et l'illusion ? Non, on n'est pas dans le fantasme. Mais le Bureau des légendes, ça représente le travail de la DGSE. C'est-à-dire, eux, ils forment des espions et les envoient à l'extérieur. Nous, on était plutôt de l'autre côté, chargés de les détecter et de les arrêter. Pas les Français, bien sûr, oui. Les étrangers. Non, mais le Bureau des légendes, c'est une très belle série. Je l'ai regardée, c'est une très belle série. Et ça décrit très bien, effectivement, le travail des gens des services d'espionnage de la DGSE. Alors, il y a une information qui a dû vous intéresser en février dernier. C'est l'Express qui a révélé que l'un de ses anciens directeurs avait travaillé pendant 35 ans au service de l'URSS. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est facile pour le régime de Vladimir Poutine de recruter des agents sur notre territoire ? Et comment est-ce que ces Français qui sont recrutés par l'étranger font pour passer entre les mailles du filet des renseignements ?
Alors, des gens qui se rendent dans différentes administrations et qui restent comme ça en ce qu'on appelle des taupes. Hein. Les services soviétiques avaient l'habitude d'en faire. Les services de M. Poutine, le SVR, doivent effectivement en faire, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Les Américains en ont plein, les Anglais en ont plein, le Mossad... Mais comment les Israéliens... repères, ces personnes? C'est quasiment impossible? C'est très compliqué. Ben, on les repère parce qu'en analysant leur comportement, leurs écrits, leurs déclarations, et de voir si leurs positions philosophiques, politiques sont vraiment pro-françaises ou pro d'un autre pays. À ce moment-là, on commence à se poser des questions et à se dire, tiens, il a des opinions qui sont plutôt pro, elles ne sont pas pro-françaises, elles sont... Donc vous regardez beaucoup, on regarde beaucoup, j'imagine, les réseaux sociaux? On regarde, dans ces cas-là, ou pas? Moi, non, parce que les réseaux sociaux, à mon époque, n'existaient pas. Oui. Les collègues de la DGSI, maintenant, le successeur de la DST, oui, tout à fait. Je pense qu'ils travaillent sur les réseaux sociaux. Mais eux ont à leur disposition des moyens électroniques, de puissants moyens électroniques que nous n'avions pas du tout à l'époque. Alors vous dites qu'il y a deux menaces actuellement qui guettent la France. Tout d'abord, ce que vous appelez l'entrisme des frères musulmans. Et est-ce que ça rejoint un peu ce que disait la semaine dernière le Premier ministre Gabriel Attal sur la menace de l'entrisme islamisme dans nos écoles? Ou est-ce que c'est deux choses différentes? Il faut être très prudent. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec la religion musulmane et je vis dans un pays... Actuellement, j'ai quitté la France et je vis dans un pays musulman. Je vis en Tunisie, où on n'a aucun problème là-bas. Le problème, c'est que certains mouvements politiques, comme les frères musulmans, se servent de la religion musulmane pour des objectifs politiques. Et c'est là le danger. Et le Premier ministre a tout à fait raison d'être inquiet sur ce sujet, oui. À la fin de votre livre, vous racontez qu'après avoir quitté la police, vous avez ouvert un cabinet de détective privé. Alors c'est vrai qu'on se demande beaucoup quel type de personnes font appel un peu à ces cabinets, pour quel type de mission. C'est quoi? C'est pour des adultères? Non, pas du tout. Je n'ai jamais travaillé sur des adultères, ça ne m'intéressait pas. Non, je travaillais pour des entreprises. Des entreprises. Donc l'espionnage industriel? De l'espionnage industriel, essentiellement. C'était mon métier, c'était dans la droite ligne de ce que je faisais avant. Donc on reste, en fait, c'est quelque chose qui reste en soi. Absolument. Merci beaucoup Jean-Lucas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre livre, Un rebelle à la DST, regardez, il est ici, 15 ans d'affaires sensibles, est publié chez Plomb, est disponible dans toutes les librairies. Très belle journée. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, Camille Dahan est avec nous. Elle nous a réservé encore une fois une surprise. Vous êtes glissé dans la peau de... Eh bien, on verra ça juste après une courte pause. À tout de suite.